Je veux dire, ils seront ravis de te laisser défiler dans la rue, scander quelques slogans et rentrer chez toi. Mais celles-ci ont été vraiment efficaces. Cela en dit long sur le régime secret que tu as contribué à révéler dans ton rapport. Des dossiers exposant le régime secret de censure britannique, le système secret de censure D-Notice. Et tu as coécrit cela avec William Evans. William Evans est un journaliste australien qui a déposé une demande au titre de la loi sur la liberté d'information, laquelle a révélé une liste sans précédent de toutes les D-Notices déposées par l'État britannique au cours de la dernière décennie environ. Comment cette histoire, avant d'entrer dans les détails, raconte-nous un peu le contexte? Comment cette affaire a-t-elle été mise au jour? Parce qu'évidemment, la Grande-Bretagne a réussi à supprimer ces informations et à rendre de telles demandes d'accès à l'information impossibles. Mais soudainement, nous les avons obtenues grâce à l'Australie. Oui, eh bien, en plus de mon collègue William Evans, je pense que Wyatt mérite une mention pour avoir édité mon travail, toujours aussi impénétrable, comme d'habitude. Mais, plus sérieusement, cela a été en quelque sorte un travail de passion. Donc, à la fin de 2022, le comité DSMA, cet organisme dirigé par le ministère de la Défense, a son siège au ministère de la Défense, est composé de personnel du ministère de la Défense et financé par le ministère de la Défense. Mais il prétend être indépendant, ce qui signifie qu'il est à l'abri des demandes d'accès à l'information. Et c'est un moyen terriblement efficace de censurer les médias britanniques sans directives étatiques directes. Il émet des D-Notices, qui signifient essentiellement des avis de ne pas publier. Et cela donne également, soi-disant, des conseils aux journalistes sur des questions liées à la sécurité nationale, ce qui est bien sûr un concept très vague et nébuleux qui ne signifie en réalité rien d'autre que ce que le gouvernement britannique veut qu'il signifie. Ils publient le compte-rendu de leurs réunions sur leur site web et je les surveille car ils sont souvent assez révélateurs. À la fin de l'année 2022, le compte-rendu d'une réunion indiquait que le gouvernement australien s'intéressait à l'idée d'imiter le système D-Notice et avait engagé des discussions de haut niveau avec des représentants du comité. Ainsi, on retrouvait des membres du ministère australien de la Défense, de leur ministère de l'Intérieur, l'équivalent, je suppose, de ce qu'on appellerait le Department of Homeland Security aux États-Unis, ou quelque chose de similaire. Et oui, j'ai mis Will sur la piste de cette affaire. Et il a bombardé ces différents ministères de demandes d'accès à l'information. Ils ont fait obstruction et se sont battus bec et ongle pour ne rien divulguer. Et puis, après plusieurs mois d'aller-retour, le commissaire à l'information d'Australie a finalement autorisé la publication. Et ces documents offrent un aperçu tout à fait extraordinaire de la manière dont cette plateforme de censure typiquement britannique fonctionne. Et oui, c'est typiquement britannique. Non seulement parce que le Royaume-Uni est le seul pays à disposer d'un tel système, mais aussi dans le sens où il est à la fois très courtois et extrêmement malhonnête. Ainsi, disons qu'à la suite des révélations du Guardian sur les fuites de Snowden, le comité DSMA a écrit aux rédacteurs en chef et aux journalistes de tous les grands journaux et médias pour leur demander très poliment « Pourriez-vous solliciter notre avis avant de publier sur ce sujet ?» Et ce conseil était « N'en dites rien ». Maintenant, les journalistes sont théoriquement libres d'ignorer ce soi-disant conseil, et il n'y a théoriquement aucune répercussion légale à le faire. Mais les conséquences du refus de se conformer au DSMA sont bien connues. Cela peut aller du fait que les journalistes soient exclus des points de presse, qu'ils ne reçoivent pas d'exclusivité ou d'entretien, ou même qu'ils n'obtiennent pas de réponse à leurs demandes de commentaires sur des articles. Cela peut aussi aller jusqu'à des poursuites en vertu de l'Official Secrets Act
ou du nouveau National Security Act, qui, comme nous l'avons écrit dans The Grey Zone, contient des dispositions d'une portée incroyablement large concernant ce que les gens, et en particulier les journalistes, peuvent ou ne peuvent pas dire. Social media users or journalists. And so, as a result of Et donc, vous savez, à la suite de l'intervention du DSMA, le Guardian a été le seul journal britannique à rendre compte de certaines fuites, tandis que le reste des médias britanniques les a ignorées. Et nous voyons cela se répéter encore et encore avec les publications de Wikileaks sur toutes sortes de sujets. Maintenant, la série de documents classifiés que nous avons obtenus, en plus d'offrir un aperçu tout à fait extraordinaire du niveau d'implication du comité dans la manière dont les médias traitent les questions dites de sécurité nationale, montre également qu'ils modifient les articles des journalistes avant leur publication. reports before they get published. Il y avait ce tableau de demandes envoyées ou reçues par le comité entre mai 2011 et mai 2014. Et cela s'est révélé extrêmement révélateur en ce qui concerne, vous savez, les histoires que le comité cherchait à déformer ou à enterrer purement et simplement. Cela allait d'un député, un membre du Parlement, fréquentant un bordel, à des abus sexuels sur des enfants commis par des personnalités politiques, judiciaires et policières, en vue à l'implication des forces spéciales britanniques en Syrie, à la possible implication des services de renseignement dans la mort de la princesse Diana, et à la coordination avec la CIA sur la torture et les restitutions extraordinaires. Et oui, il n'est probablement pas nécessaire de trop réfléchir au type d'histoire qui, depuis cette période, ont fait l'objet d'une intervention du DSMA. Eh bien, parlons-en. Well, let's talk about that. Which stories have... Quelles histoires ont fait l'objet d'une intervention du DSMA? Nous en citons quelques-unes, et elles sont plutôt importantes, en particulier celle du déchiffreur du MI6, Gareth Williams. Peut-être pouvez-vous nous expliquer celle-ci en particulier, car il s'agit d'une intrigue de sécurité nationale à la fois fascinante et extrêmement troublante. Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu une certaine proximité personnelle avec cette affaire, car elle s'est produite à Londres, où je suis né et où j'ai vécu pendant de nombreuses années. Je me souviens très clairement de la sorte de frénésie médiatique qui a d'abord entouré l'incident avant de disparaître aussitôt, sans doute à la suite d'une intervention du DSMA. Dans le registre des demandes de conseil que nous avons reçues au titre de la liberté d'information, un grand nombre concernait l'enquête sur la mort de Gareth Williams. C'était un cryptanalyste de haut niveau du GCHQ, détaché auprès du MI6. En août 2010, il est mort dans des circonstances extrêmement étranges dans un appartement du centre de Londres appartenant au MI6. Le coroner a conclu que sa mort était non naturelle et probablement d'origine criminelle. Il a été retrouvé par la police dans un sac cadenassé et fermé par une fermeture éclair dans la baignoire de son appartement. Fait très étrange, il était mort depuis environ 10 jours, mais le GCHQ et le MI6 n'avaient pas signalé son absence au travail à la police. On pourrait penser que quelqu'un occupant un poste aussi sensible, manquant ne serait-ce qu'une journée, déclencherait immédiatement un appel à la police pour signaler sa disparition. Mais ce n'est qu'après 10 jours que la sœur de Gareth Williams a alerté le GCHQ du fait qu'on n'avait plus de nouvelles de lui depuis un certain temps. 5 heures après cet appel, la police a été informée, et lorsqu'elle est entrée dans son appartement, elle a constaté que le chauffage avait été monté, vraisemblablement pour détruire des preuves médico-légales. Les détectives chargés de l'enquête ont été empêchés d'interroger quiconque au GCHQ ou au MI6 au sujet de Williams, ou d'examiner tout document lié à son emploi. Les demandes en question, répertoriées dans ce registre DSMA, ne se réfèrent pas explicitement à sa mort,
mais à l'enquête du coroner sur sa mort. Cette enquête a conclu que l'implication du MI6 dans la mort de Gareth Williams constituait une piste d'investigation légitime qui n'avait pas été explorée de manière satisfaisante par les autorités. Cela a un peu été oublié aujourd'hui. Et nous devons nous demander, était-ce dû à une intervention de la DSMA? Je dirais que la réponse est, sans ambiguïté, oui. Mais, vous savez, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une grande affaire. Et comme je le dis, je me souviens de la sorte de frénésie et de spéculation qui l'entourait et qui se sont simplement éteintes sans rien donner. Et oui, au fil des années, il y a eu tant d'incidents sur lesquels on peut supposer qu'ils ont fait l'objet d'interventions de ce genre. Un exemple pourrait être l'attaque chimique manifestement mise en scène à Douma en mai 2018, sur laquelle notre ami et collaborateur Aaron Maté a fait un travail remarquable. C'est un moyen terriblement efficace d'écarter certaines histoires des médias, ou du moins d'influencer la manière dont elles sont rapportées. Et le vôtre aussi, votre rapport y compris. Oui, oui. J'allais dire qu'ils se vantent dans ces documents d'avoir un taux de réussite de plus de 90% pour amener les journalistes à se plier à leurs dictats. Il y a une section où ils se félicitent du fait que les recommandations du DSMA sont très rarement ignorées et que lorsque c'est le cas, cela provient généralement, je cite, d'organisations médiatiques non conventionnelles extrêmes. Ils citent Declassified UK, une publication indépendante qui publie des rapports critiques sur la politique étrangère britannique et d'anciennes actualités, comme exemple de médias extrêmes. J'imagine que The Grey Zone, en particulier The Grey Zone UK, est classé de la même manière. Parce que, je veux dire, Eh bien, vous avez suscité une couverture médiatique explosive, par exemple, sur le référendum du Brexit et la falsification de dossiers en plaçant Richard Dearlove, l'ancien chef du MI6, en infiltrant des taupes dans la fonction publique pour dénicher des documents classifiés. Je veux dire, vous avez révélé cela. C'est une violation de l'Official Secrets Act, une violation du droit britannique. Vous l'avez révélé, et la seule mention qu'on en a faite dans les médias britanniques, c'était que, oh, peut-être que des pirates russes étaient responsables de la fuite. Ce qui, soit dit en passant, était entièrement public. La source des fuites se trouvait sur un site web, et aucun média britannique n'a osé y toucher. Ils ont révélé des crimes graves. Et en fait, vous savez, je penserais que le Guardian et les médias libéraux au Royaume-Uni se seraient jetés là-dessus, puisque cela exposait le camp du Remain. Ouais, enfin, je veux dire, ça a foutu en l'air tout le récit bidon selon lequel la Russie était responsable du Brexit. Donc évidemment, ils ne voulaient pas s'en approcher. Tout comme avec la Russie. D'ailleurs, la Russie a été accusée de la mort ou du meurtre de Gareth Williams, n'est-ce pas? Alors, imposez un avis D là-dessus. Blâmez la Russie. Le reste appartient à l'histoire. Ou même pas. Personne ne sait même que cela s'est produit. Oui, eh bien, je veux dire, un autre sujet dont je suis à peu près sûr qu'il a fait l'objet, entre guillemets, de conseils DSMA, c'est la mort de James le Mesurier. C'était, vous savez, le fondateur des Casques Blancs à la fin de 2019. Parce que, je veux dire, il y a eu cette chose très étrange, ce qu'on appelle dans les médias britanniques un reverse ferret, où, après la mort de James le Mesurier, un grand nombre de personnalités, y compris le plutôt mystérieux Mark Urban, un vétéran de la BBC qui avait servi dans le même régiment de chars que Pablo Miller, lequel était le recruteur, le gestionnaire et le voisin de Sergei Skripal à Salisbury, se sont manifestés. Au départ, après la mort de James le Mesurier, plusieurs sources grand public ont suggéré que la Russie en était responsable. Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est un pari assez sûr pour détourner l'attention des gens, ou simplement, vous savez,
tout mettre sur le dos de l'ingérence du Kremlin, y compris, littéralement, le mauvais temps. Après avoir d'abord affirmé qu'il avait probablement été tué par la Russie, ils ont tous déclaré, en fait, non, c'était un suicide. Et il n'y a absolument aucune question à ce sujet. Donc vous savez, cela pourrait bien avoir été une autre intervention du DSMA. Nous n'en savons rien. Étrange façon de se suicider. Sauter d'un toit pas très haut. Et en plus, il s'enfuyait en le faisant. Et puis tu sais, sa femme du MI6, Emma Winberg, a été trouvée par la police lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement en train de fourrer de l'argent dans des sacs. Parce que c'est exactement ce qu'on ferait quand son mari vient de se suicider, n'est-ce pas? C'est la première chose à laquelle on pense. Mais enfin, je veux dire le point, c'est que oui, en ce qui concerne notre couverture, il existe un compte-rendu d'une réunion. Je crois que c'était en avril 2023, où ils mentionnent que le contenu sur lequel ils avaient été consultés ou au sujet duquel ils avaient donné des conseils au cours des 6 derniers mois avait été le plus sensible que le comité ait jamais vu. Or, c'est précisément la période où nous rapportions que la Grande-Bretagne était derrière l'explosion du pont de Kerch en septembre 2022. Où était-ce en octobre? Et aussi, enfin, vous savez, comment la Grande-Bretagne menait l'effort de guerre par procuration en Ukraine. Ce pourquoi, je veux dire, nous avons été largement attaqués à l'époque. Maintenant, le Times de Londres décrit ouvertement Kiev comme le cerveau de cette guerre par procuration. Je veux dire que Dieu nous vienne en aide. Mais oui, en lisant entre les lignes, je dirais qu'il faisait référence à notre couverture, ce qui est, vous savez, du point de vue du DSMA, extrêmement dangereux, car il se vante dans ses dossiers déclassifiés que la publication à l'étranger d'informations sur la sécurité nationale du Royaume-Uni se produit rarement grâce à leur censure des médias britanniques. Donc des médias comme le nôtre ou Declassified UK, qui ne suivent pas la ligne soi-disant volontaire et qui traitent de ces sujets, sont vraiment dangereux, vous savez. Et cela augmente le risque que d'autres, enfin, oui. D'accord. D'accord. Donc, pour résumer, afin de contrôler le flux d'informations provenant de ce qu'ils considèrent comme des sources dangereuses ou extrémistes, le régime DSMA doit prendre la main sur les réseaux sociaux. Et ils n'y sont pas encore parvenus, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment nous classer comme étant confinés au territoire britannique. C'est pourquoi ils t'ont pris pour cible à ton retour. Parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de freiner la circulation de l'information. Et tu sais, peut-être qu'ils pensaient pouvoir te pousser à fournir des informations compromettantes sur nous, mais apparemment, il n'y en avait pas. Nous avons environ 4 minutes avant d'accueillir le juge Andrew Napolitano. Donc je veux te demander le plus rapidement possible de résumer les D-Notices concernant Porton Down, qui est le principal centre de recherche britannique sur la guerre chimique et biologique et qui a été lié à l'affaire Skripal. Et la princesse Di, la mort de la princesse Diana, a également fait l'objet d'une D-Notice. Donc, dans les 3 prochaines minutes, si tu peux, résume rapidement de quoi il s'agissait. Oui, eh bien, je veux dire, oui, je vais devoir me dépêcher. Mais oui, il est fait référence à de nombreuses demandes de conseils, ou, vous savez, d'exigences, selon lesquelles les journalistes ne devraient pas parler de sujets liés à Porton Down. Porton Down, bien sûr, se trouve à une très courte distance en voiture de l'endroit où Sergei Skripal et sa fille, Yulia, auraient été empoisonnés. Mais je suis sûr que cela n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Ils parlent de victimes de Porton Down, et ils mettent même le mot « victime » entre guillemets, ce qui est étrange et aussi assez offensant, étant donné qu'il est bien établi, et que Porton Down l'admet même sur son propre site web, qu'ils ont mené d'innombrables expériences humaines hautement contraires à l'éthique, dont au moins une a conduit à la mort d'une personne, parce qu'ils l'ont aspergé d'agents neurotoxiques pour voir ce qui se passerait.
Apparemment, faire des tests sur des animaux ou autre chose, c'était au-dessus de leurs moyens. C'est un sujet dont Porton Down n'aime pas parler. Le fait d'avoir administré du LSD à des soldats britanniques, encore une fois, juste pour voir ce qui se passerait. La mort de Diana est particulièrement intéressante parce qu'elle est combinée, donc nous ne connaissons pas les totaux respectifs. Mais entre mai et novembre 2013, il y a eu un total de 85 demandes du comité DSMA liées à l'implication des services de renseignement dans la mort de la princesse Diana en août 1997. Et assez curieusement, cela rejoint un autre de nos rapports à grand retentissement, sur la manière dont le MI6 a infiltré l'Agence internationale de l'énergie atomique et façonné tout un récit selon lequel l'Iran possédait des armes nucléaires. Un officier du MI6 était au centre de cette affaire, un certain Nicholas Longman. Il avait été affecté à Paris peu de temps avant la mort de la princesse Diana et, dès qu'elle est décédée, il gérait des opérations d'information visant à contrer les suggestions selon lesquelles les services de renseignement britanniques étaient impliqués dans sa mort. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être plus suspect que ça, franchement? Mais oui, j'encourage nos téléspectateurs à lire l'article en entier. C'est une sorte d'épopée en termes de longueur, si je puis dire. Cela vaut la peine de s'y plonger en détail, car il offre un aperçu unique de la manière dont les médias britanniques et, par extension, internationaux, sont censurés à travers des accords tacites, la servilité des journalistes au Royaume-Uni et leur volonté d'obéir aux ordres et de contribuer activement à la dissimulation de la vérité pour le ministère britannique de la Défense, ainsi que pour les services de sécurité et de renseignement britanniques. Et l'infatigable et irrépressible Will Evans a également déposé plusieurs nouvelles demandes d'accès à l'information à la suite de cela. Donc il se pourrait que nous ayons encore du nouveau sur ce sujet. Eh bien, un travail incroyable, bouleversant, de ta part et de celle de Will Evans. C'est fondamental. Il est tellement important d'avoir tout cela consigné, d'avoir ce niveau de ce que l'État britannique appellerait une divulgation extrême. Excellent travail pour cela et pour nous l'avoir expliqué, Kit. Oui, tout le monde, soutenez Kit Klarenberg, défendez Kit Klarenberg par tous les moyens possibles. Merci beaucoup, Max. C'est un atout précieux, Brink, dans notre combat pour la vérité.